Et ça enregistre. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour Pierrot et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Alors, la dernière fois que nous avons enregistré ensemble, tu étais chez moi et nous avions enregistré une vidéo exceptionnelle sur l'éducation des enfants, euh, qui, comme toutes les vidéos exceptionnelles et qui servent vraiment et qui sont des sujets de fond, n'a pas eu le succès que ont la plupart des vidéos anxiogènes et difficiles et qui font peur et qui créent des émotions d'angoisse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui va créer des émotions de peur et d'angoisse. Nous sommes le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril aujourd'hui. Nous allons parler de la situation, ou plutôt des conséquences économiques de la situation de guerre au Moyen-Orient aujourd'hui, en sachant que peut-être que dans quelques heures, tout ce que l'on va dire va être largement changé par les décisions qui vont être prises, dont nous ne sommes pas au courant, parce que nous ne sommes pas dans les petits papiers de l'administration Trump, nous n'avons pas de délit d'initié ni dans notre passé, ni dans notre présent. Pourquoi pas dans notre futur? Mais ce n'est pas légal, donc non. Et donc, Charles, je voulais avoir ton avis de financier, d'économiste, en tout cas d'analyste. Et je rappelle à tous que ta liste tu as une lettre d'information qui est absolument phénoménale. Je crois que tu as changé le nom de ton site. Ce n'est plus Insolentiae, c'est... Grenierdeleco.com. Voilà. Et donc, Merci Pierrot. mais oui, mais c'est important de dire que les gens vont venir, ils vont aller sur Insolentiae. Je suppose qu'il y a un lien Il y a, il y a- automatique. il y a la redirection, donc ils peuvent aller sur Insolentiae et le changement se fait voilà, Le progressivement grenier dans. de l'écho où il y a les petits singes et il y a toujours toutes les bonnes astuces et surtout dans ta lettre d'information, ça va beaucoup plus loin. Tu donnes des vrais conseils. Et aujourd'hui, on va essayer d'en donner à ceux qui nous écoutent. Parce que, Charles, la situation va être difficile ces prochaines semaines, ces prochains mois. On rentre dans du dur. Ça va être très, très, très compliqué. Alors, dans ton préambule, tu as commencé par rappeler à juste titre que nous ne savions pas ce qui allait se passer et que, comme nous n'étions pas dans le secret des dieux, entre le moment où on discute, on échange, et puis le moment où les gens vont voir, je ne sais pas, moi, par exemple, l'Iran et les États-Unis peuvent avoir conclu des négociations de paix. Donc en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais Pierrot, d'un point de vue analytique, nous le savons déjà. Alors, une fois que j'ai dit ça, affirmation ne valant pas et jamais argumentation, je vais évidemment essayer d'argumenter la réflexion que je veux partager avec tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de faire des scénarios. Donc, globalement, il y en a trois. Premier scénario, accord de paix général, le détroit d'Ormuz se débloque là, pendant qu'on est en train de parler, peut-être, tu vois, ça y est, ils se sont mis d'accord. Tu as peut-être une conférence de presse actuellement là dont on n'est pas au courant. Bon. Et Donald Trump annonce qu'il a réussi à mener des négociations avec des mecs qu'il n'a pas buté, oups, pardon, avec les survivants de toutes ces frappes, parce que je ne sais pas avec qui il négocie, hein, puisqu'il a tué tout le monde. Donc voilà, mais imaginons, donc déjà, tu vois, première petite digression dans ce premier scénario, pour mener des négociations de paix. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne se liquide jamais entre chefs d'État. C'est qu'il faut des interlocuteurs représentatifs des nations pour pouvoir conclure des accords de paix, même quand c'est la guerre. Oui, et Euh, j'ajoute, excuse-moi de te T'en couper, c'est prie. que une des raisons pour lesquelles on n'assassine pas les chefs d'État, c'est que généralement, on connaît leur profil psychologique, on connaît qui ils sont et comment ils réfléchissent, et que les éliminer, c'est prendre le risque de se retrouver avec des gens, d'abord, qu'on ne connaît pas, qui peut-être sont infiniment plus compétents et qui sont des ennemis plus redoutables. Exactement. Donc, bref, là, ils ont fait le choix donc, là, encore une fois, on n'est pas en train de dire c'est bien, c'est mal, on ne fait pas de la moraline, du jugement, du machin, on fait de l'analyse froide. Donc, bon, voilà, je voulais juste dire, attention, compliqué quand on parle de négociation alors qu'on a abattu tout le monde. C'est quand même compliqué de vouloir mener des négociations. Mais bon, imaginons qu'on y arrive. Premier scénario, les négociations sont menées. Il y a un accord de paix globalement général. Il y a une descente très rapide des tensions.
le détroit d'Ormuz est réouvert là pendant qu'on parle immédiatement. Donc, vraiment, scénario le plus favorable. Dans ce scénario le plus favorable, nous ne sommes pas dans une situation post-Covid où il y a eu un confinement, nous avons renvoyé les gens chez eux, puis finalement on dit voilà, maintenant on déconfine, le virus est passé, retournez dans les usines, ben, on revient, on allume les lumières, on tourne les molettes, hop, et tout se remet à partir. On n'est pas dans cette situation-là, puisque là nous avons eu des destructions. Hein, contrairement à ce qui s'est passé pendant le Covid, là, nous avons eu des destructions de terminaux gaziers, des destructions de superpétroliers, pas beaucoup, mais quelques-unes, des destructions d'usines et de capacités de production. Donc là, entre le moment où il va y avoir la paix et le moment où le pétrole va pouvoir recouler, pardon, et où le sang vital va pouvoir se remettre à circuler dans l'économie mondiale, il va se passer plusieurs semaines à minima. Et quand je dis à minima, prenons juste la distance parcourue par un pétrolier qui part du Golfe parce qu'on a réussi à le remplir. Donc déjà, il faut plusieurs jours pour le remplir. Pour pouvoir le remplir, il faut qu'évidemment tout marche. Donc ça, déjà, avant qu'on les remplisse, il va se passer un peu de temps. Mais imaginons qu'on puisse les remplir tout de suite. Quand bien même on pourrait les remplir tout de suite, entre le moment où ils sont remplis et le moment où ils vont arriver, il va se passer un mois. Or, le dernier pétrolier qui arrive en Europe, c'est pour le 10 avril. Nous sommes le 1er avril. Donc, globalement, nous sommes sûrs d'avoir une pénurie et des gros problèmes, globalement, fin avril, début mai. Et donc, parce qu'on va avoir des gros problèmes, parce que plus rien n'arrive fin avril, début mai, évidemment, les gouvernements vont prendre les devants. Donc, nous allons avoir les premiers rationnements, les premières restrictions et les premiers rationnements, je pense, après le week-end de Pâques. Voilà, on va laisser les gens partir tranquillement à Pâques et il est fort possible, encore plus si c'est pas le premier scénario qui l'emporte, que à partir du mardi suivant le lundi de Pâques, on commence à préparer les gens à d'éventuelles restrictions et donc tu auras la petite mécanique de BFM sur le télétravail, la semaine de 4 jours, les semaines paires, les semaines impaires, le covoiturage, organisez-vous, votre énergie, économisons-la, c'est notre avenir, blablabla, bla, 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 et rouler en électrique. Bon, voilà. Donc, tout ça, la petite musique sur BFM, elle va commencer à arriver, on peut prévoir ça. Semaine qui va suivre le lundi de Pâques. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est le scénario, Le best optimiste. case. Best Hein, case, oui, voilà. c'est ça. D'accord? Qui- Donc ça, c'est on le a- scénario. je ne sais pas si tu connais l'expression américaine, je la découvre, parce que je l'ai jamais utilisée, mais the pig is in the python. Tu sais, Ah non, 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 je la c'est connais pas. le cochon a déjà été bouffé par le python. Quoi que tu fasses, même si tu ouvres le ventre du python, tu récupéreras pas ton cochon, quoi. Voilà, il a déjà été digéré. Bah, c'est bon, c'est un peu ça. Bon, donc ça, c'est vraiment le meilleur des scénarios. Alors, dans ce meilleur des scénarios où la paix est tout de suite conclue, avec réouverture du détroit d'Ormuz, euh, je ne vous ai pas dit que même dans ce meilleur scénario, sur le principal champ gazier qatari, on parle de plusieurs années de réparation. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai. Je ne sais pas si on pourra faire mieux, moins bien, s'ils vont pouvoir réparer plus vite, pas plus vite. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information et je n'ai pas la capacité technique et la compétence technique pour vous donner une information suffisante. Donc, je m'en abstiendrai. Mais voilà, ça va de plusieurs semaines, dans le meilleur des cas, à plusieurs années potentiellement de réparation. Donc, ça veut dire une pénurie, encore une fois, les destructions entraînent des pénuries durables. Donc, on va dire qu'on va partir sur plusieurs mois en moyenne. Donc, voilà, imaginez que tout ça mette 6 mois à revenir à la normale. Je pense que même dans un scénario très optimiste, on ne fera pas tellement moins que 6 mois avant d'absorber toutes les perturbations, de réorienter les flux. Bon, on en reparlera après du rôle des Américains dans la production mondiale parce que je pense que c'est une clé de lecture que tout le monde occulte et je pense qu'il faudra en parler. Deuxième scénario, la guerre s'arrête, les États-Unis s'en vont,
comme ils sont en train de le mentionner. Là, je m'arrête un tout petit peu et je fais une analogie pour ceux qui connaissent cette célèbre phrase de John Connally, qui était le ministre de l'économie américain sous Richard Nixon, et qui avait dit cette phrase qui est restée dans les annales financières, économiques et géopolitiques: le dollar, c'est notre monnaie, mais votre problème. Et donc, là, le détroit d'Ormuz, en fait, c'est les conséquences de notre guerre, mais c'est votre problème. Pourquoi? Bah parce que les États-Unis aujourd'hui produisent autant, enfin bien plus en réalité que l'Arabie Saoudite. Ils sont devenus la véritable pétromonarchie, c'est les Américains. On en reparlera tout à l'heure. Et donc de toute manière, eux, ils ont largement assez de pétrole. Donc en fait, le problème, c'est pas pour les États-Unis. Le problème, c'est pour le reste du monde. Et donc ce qu'ils viennent de faire, peu importe, on est pour, on est contre, encore une fois. On n'est pas dans le jugement. Factuellement, le détroit d'Ormuz était pas bloqué avant la guerre, il est bloqué aujourd'hui. Et donc, imaginons que les Américains se retirent du conflit, que les Israéliens le continuent ou que Ou que sais-je, l'Iran se rende, ou que l'Iran capitulation se- inattendue ou et... que l'Iran se rende. Là, il y a deux solutions. Soit effectivement c'est le cas optimiste et le détroit d'Ormuz est débloqué, soit ça continue comme ça, les Américains s'en vont, mais les Iraniens, ils attendaient. Moi, On veut une taxe. je refuse de débloquer le détroit d'Ormuz. Tout ce que vous avez fait, il est hors de question que je vous débloque le détroit d'Ormuz. Donc ça passe pour la Chine, mais pour l'Union européenne, ok, ça passe, mais à 4 fois le prix, à 5 fois le prix, à 10 fois le prix. Ou ça ne passe pas du tout, jusqu'à ce que vous me donniez ça, ça, ça ou ça, et il y aura une négociation ou pas. Bon. Bref, donc la guerre s'arrête pour les Américains, mais pas les conséquences pour le reste du monde. Donc la guerre s'arrête, et c'est exactement ce qu'a dit Donald Trump ces derniers jours. Il a dit, moi, je pars quand je veux, et les pays qui ont besoin du détroit d'Ormuz, eh ben, vous avez qu'à le débloquer, et je reverrai mes relations avec l'OTAN. Donc, moi, mon petit point de vue actuellement, c'est pas que Donald Trump va forcément se partir et que la guerre va s'arrêter, c'est qu'il est en train, en fait, de négocier, pas forcément avec l'Iran, mais certainement avec les pays membres de l'OTAN, pour que les pays membres de l'OTAN viennent s'engager à ses côtés pour la deuxième phase de la guerre. Et ça, c'est autre chose. Ça nous amène au troisième scénario, qui est que il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix avec le détroit d'Ormuz bloqué. Il y a une poursuite de la guerre, voire une intensification, et peut-être même la rentrée dans le conflit des autres pays membres de l'OTAN aux côtés des États-Unis et d'Israël pour venir débloquer le détroit d'Ormuz qui est bloqué par les conséquences même de l'attaque contre l'Iran qui se sert du détroit d'Ormuz comme évidemment d'une arme économique. J'en profite pour rappeler à ce stade, là encore, ne me tombez pas dessus en hurlant, ne confondons pas une victoire militaire à très court terme et euh, une capacité de nuisance à très court terme. L'Iran aujourd'hui n'a plus la domination du ciel. L'Iran peut envoyer quelques missiles et quelques drones, c'est vrai, mais Ouais. l'Iran Mais aujourd'hui, attention, non, mais attention, parce que... Vas-y, vas-y. donc aujourd'hui, l'Iran n'a pas les capacités militaires de gagner la guerre d'un point de vue militaire, mais si les guerres ne se gagnaient que d'un point de vue militaire, ça fait bien des L'Algérie serait millénaires, encore française. voire exactement, Et le et Vietnam le serait... Vietnam serait américain, etc. Et la France parlerait allemand, etc. Bon, voilà. donc évidemment que une fois qu'on parle de l'aspect militaire, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, pour les Iraniens, bloquer le monde entier, bloquer l'économie du monde entier et utiliser leur nuisance économique, mais pas militaire, justement, vous comprenez bien qu'il y a une distorsion entre les capacités militaires iraniennes qui ne sont pas suffisantes pour gagner la guerre. L'Iran ne va pas envahir les États-Unis. L'Iran n'est pas en capacité de bombarder Washington. En revanche, c'est bien Washington qui est capable de bombarder Téhéran. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Ouais, Militairement, ça ne se passe pas bien pour l'Iran. Mais économiquement et en raison du pouvoir de nuisance et de la guerre asymétrique, ça ne se passe pas bien du tout pour le reste du monde c'est en ça. raison de ce que fait l'Iran. Donc il faut bien comprendre ces mécaniques et que pour l'Iran,
tenir chaque semaine supplémentaire entraîne des conséquences potentiellement désastreuses pour le reste du monde qui pourrait demander grâce et donc l'Iran peut obtenir une victoire, non pas d'un point de vue militaire, mais en raison des conséquences économiques de ces mesures de rétorsion. Évidemment, nous parlons du détroit d'Ormuz, mais avec leurs alliés Houthis au Yémen, ils sont capables de bloquer également le détroit de Bab el-Mandeb, qui est juste en face d'Abu Dhabi, où il y a une base française, et, euh, Djibouti. et de Djibouti, pardon, Djibouti. Ouais. excuse-moi, merci, Non, c'est Djibouti. de Djibouti, qui est Abu Dhabi, c'est de l'autre côté, Ouais. qui est juste en face de Djibouti, où il y a notre base française, et ça, c'est 15% du trafic maritime mondial, et c'est ce qui fait que les Total. marchandises arrivent de l'Asie jusqu'au port de Marseille. Et en passant après, vous savez, la mer Rouge et puis le canal de Suez. Donc, les capacités de nuisance et de rétorsion iranienne, non pas d'un point de vue militaire pur, mais d'un point de vue économique sur le blocage de points stratégiques, sont bien réelles. Et donc, ce que disent les Américains, c'est notre guerre, notre offensive, mais c'est votre problème pour les conséquences parce que c'est vous qui les subissez, pas moi. Et La- ça, l'anal- c'est objectivement vrai. ouais. L'analogie, et c'est tout à fait juste, et c'est l'analogie que tu fais d'ailleurs avec, à demi-mot, puisque tu mentionnes Connolly dans l'administration Nixon, et justement, cette analogie avec l'administration Clinton va aussi plus loin. Tu pourras nous en parler d'un point de vue économique. Alors, on ne reviendra pas sur le choc pétrolier de 1973 ou de 79, mais Nixon a réussi avec son... C'était une administration de gens brillants. Alors, un peu des salopards, mais certainement brillants. Nixon en premier, son ministre des Affaires étrangères, Kissinger, ont quand même les deux réussi non seulement à faire un rapprochement avec la Chine, mais aussi à se désengager de ce bourbier qui était devenu le Vietnam, ce bourbier avec des dépenses colossales qui les a forcés à se dégager de l'or pour pouvoir imprimer Oh, de la monnaie exactement. et partir en Exactement. inflation leurs dettes et subir la crise des années 70. Difficile pour les individus, mais l'économie américaine n'a pas morflé comme elle aurait pu le morfler dans les années 70. Et puis, elle a été récupérée. Je mentionne ça comme un point parce qu'on va y revenir sur les taux d'intérêt, qui a quand même fini. Cette inflation a été détruite, réduite à néant par une augmentation massive des taux d'intérêt par Paul Volcker en 1981 à 21% pendant 3 mois, ce qui a liquidé l'inflation. Et on verra tout à l'heure, je te laisserai à ton rythme me dire si ça c'est prévisible avec une dette de 41 trilliards. Est-ce qu'on peut imaginer une augmentation des taux d'intérêt avec ce genre de dette Je crois ou que la pas? réponse est contenue dans ta question. Non, mais bon, Et je moi te je suis un reconnais petit bien peu là, mais intéressé parce que les prix de l'or m'intéressent. On va voir ce que tu en penses. Mais en tout cas, pour revenir au point de départ, mais c'est important de mentionner l'équipe Nixon parce que les gens oublient qu'il y a eu un moment où les présidents des États-Unis, ils savaient ce qu'ils faisaient, hein. Et peut-être que là, il sait ce qu'il fait aussi. Mais bon, on va en parler aussi parce que on je va crois en que parler. c'est important dans le tableau global de dire est-ce que Trump est un fou complètement crétin ou est-ce que c'est un mec brillant, intelligent, qui a une vraie stratégie? Tu vois, parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de stratégie. Hmm. Moi, mon point de vue, Ouais. c'est qu'il y en a une et qu'elle est Bah, vas-y, alors complètement menée à explique-nous sa notre détriment. stratégie Donc, selon toi. on revient sur les trois, déjà, donc vous avez compris tous là, trois scénarios. La paix avec le détroit ouvert, la paix, ou en tout cas le retrait américain sans le détroit ouvert et des Iraniens vraiment pas contents. Et trois, la guerre qui continue. Bon. Avec éventuellement une intensification et donc le détroit qui reste fermé et d'autres destructions qui continuent, quand bien même elles sont, c'est une ou deux destructions par jour. Mais tu imagines, au bout de 6 mois de guerre avec une ou deux destructions par jour, même s'il n'y a que un ou deux drones qui passent, encore une fois, Ouais, puis il y en a militairement, beaucoup plus qui passent, hein. non, mais militaire, non, mais ce que je veux justement montrer, c'est que même si militairement c'est peu et que ce n'est pas de nature à faire gagner la guerre à court terme, tu vois bien ce que ça entraîne sur le long terme. Et c'était cette réflexion-là que je Et voulais c'est juste et- et partager. c'est vrai que les guerres ne sont plus... Parce on est tous influencés, bah, en tout cas ceux qui étudient pas l'histoire,
par cette idée qu'en fait tu gagnes une guerre quand tes soldats hissent le drapeau de ton pays sur la chancellerie du pays On va ennemi. gagner. Non, Voilà, c'est non, ça. c'est pas comme ça. Quand le mec est à genoux, et donc quand les États-Unis se sont retrouvés à genoux face oh, putain, au Vietnam, ils ont dit, bon, ok, voilà, on a gagné, on s'en va, on fait la paix. Et ils ont trouvé le moyen de faire la paix, ce qui n'est pas facile, c'est un travail très difficile. La France s'est retrouvée dans un bourbier inextricable en Algérie et a trouvé de manière habile le fait de dire, bon, ok, on a gagné, ça s'est pas bien passé pour tous les gens qui habitaient en Algérie, mais enfin voilà, elle a trouvé un moyen de s'en extirper. Bon, je vais pas m'alourdir sur ce sujet-là, mais c'est pas facile. On voit bien qu'en Ukraine, l'Union européenne aurait dû dire, oh, non, mais bon, on va trouver un truc raisonnable. Et à la limite, du point de vue iranien ou russe, etc., on a compris que l'Occident n'est ni crédible, ne maintient pas sa parole. Mais à la limite, ça n'a aucune importance si ce bourbier continue ou si on arrive à un modus operandi qui est acceptable. Après tout, la Corée du Nord et la Corée du Sud ne sont pas sont toujours techniquement en guerre, mais ils se bombardent pas tous les jours et que On ne tire plus dessus voilà. Et donc c'est depuis la fin de la guerre en acceptable pour Corée. la vie quotidienne et l'économie. Mais là, quels que soient les scénarios, et je te relance, je te redonne ton fil de pensée, quels que soient les scénarios de trucs, on va payer, on va prendre très cher, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à très long terme, cumulativement. Exactement. Et bon, alors donne-nous un petit peu, à ton avis, ce qu'essaye de faire Trump, parce que je suis assez d'accord avec ton point de vue. Alors, sur Trump, ce qu'on entend comme petite musique, si on écoute les médias traditionnels, nos généraux de plateau, etc., Trump n'a pas de stratégie, Trump est un abruti, Trump dit tout et n'importe quoi, etc., etc. Donc, je sais que là, ça va choquer beaucoup de gens, ce que je vais dire. Mais je vais le dire quand même, parce que ce n'est pas du pro-Trump, du pro-Trumpisme. Ce que je vais dire là vise à démontrer qu'en réalité, Trump est en train de nous couillonner. Donc, je ne suis pas en train de vous dire Trump est génial. Pour nous, ce n'est que des inconvénients absolument majeurs. Bon, donc je ne suis pas en train de vous dire, oh, vive Trump, qu'est-ce qu'il est gentil. Non, je vous dis l'inverse. Il est en train de nous couillonner et de nous la faire à l'envers pour le dire de manière extrêmement crue. S'il nous la fait à l'envers, c'est qu'il y a une stratégie. Vous savez, quand on dit de quelqu'un que c'est un abruti et que c'est un imbécile, ce qui est les anathèmes qu'on jette sur Trump, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit de quelqu'un qui était un imbécile et un abruti, cérébralement, psychologiquement, on se met soi-même en position de supériorité. Et donc, quelque part, on ne voit plus l'abruti, on n'imagine même pas un abruti être plus fort que nous. Bon. Donc, on ne voit pas le coup arriver. Mhm. Or, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, avec les États-Unis, qui sont en réalité devenus le premier producteur de pétrole au monde, le premier producteur de gaz au monde, si on raisonne marché et économie, la réalité de la situation telle qu'elle est en train de se dérouler sous vos yeux ébahis, c'est que vous avez un mec que tout le monde prend pour un abruti, un incohérent qui raconte tout et n'importe quoi du matin au soir, ce qui effectivement peut paraître factuellement vrai, mais il va falloir aller un petit peu au-delà. Eh bien, avant de faire la guerre en Iran, dans sa deuxième phase, il est d'abord allé chercher Maduro par la peau du cou, et il a signé un accord avec la nouvelle dirigeante du Venezuela, globalement, pour exploiter et revendre le pétrole vénézuélien. Alors, on rappelle, pour passer, c'est un détail technique important, que les États-Unis ont beaucoup de pétrole léger et ils ont besoin du pétrole lourd vénézuélien pour être mélangé dans de raffinage assez spécial pour qu'on puisse faire du carburant diesel, notamment pour les camions. Sans faute de quoi, tu peux produire tout ce que tu veux si tu ne peux pas l'utiliser. Donc, le Venezuela et le pétrole du Texas et du Venezuela sont, depuis un siècle et demi, parfaitement compatibles s'ils sont mélangés pour une économie routière. Et donc, effectivement, vous savez que quand on raffine du pétrole, en fait, c'est X litres de diesel, X litres d'essence, X litres de kérosène, etc. Et donc,
en fonction effectivement de la lourdeur de plus ou moins Et de la technique de teneur en ce. soufre. Ouais, exactement, et ben on obtient différents sous-produits, différents types de carburants, etc. D'où effectivement la nécessité du mélange dont tu parles et du fait que ça permette d'avoir une cohérence dans la production. Et donc, une fois que les États-Unis se sont mis en situation d'être la pétromonarchie du monde, et je rappelle cette phrase de Trump, tout début de son mandat, il y a un an, hein, parce que, enfin plus d'un an, euh, drill, baby drill. Fort, bébé, fort. Et là, tout le monde se foutait de sa gueule. Oh, 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 alors que nous sommes en train de faire la transition énergétique et écologique, nous, en Europe, parce qu'il faut décarboner l'énergie. L'autre, il vient, il dit, mais quel abruti, ce mec, fort, bébé, fort. Ben oui, fort, bébé, fort, parce que dans un an et demi, il y aura que nous qui aurons de quoi alimenter la planète, puisque on a réussi à mettre sous sanction la Russie. Donc, on a écarté la Russie du marché des hydrocarbures. Et puis maintenant, on va attaquer le golfe Persique et plus aucun hydrocarbure va sortir du golfe Persique. Et donc, toi, si tu as besoin d'un petit litre d'essence pour mettre dans ton bateau, dans ton camion, dans ton tracteur, dans ton tractopelle, dans ta grue, hein, parce que tout ça, c'est pas électrique, eh bien, tu sais quoi? Tu vas venir l'acheter chez moi. Et qu'est-ce qu'il a dit Trump il y a 2 jours? Il a dit exactement ça ou bien un jour? Il a dit, bah, de toute manière, moi, c'est votre problème si c'est bloqué. Sachez que nous, on a plein de pétrole, vous avez qu'à venir l'acheter chez nous. Le pire, c'est qu'il nous le dit. Oui, bien sûr. Il nous le dit. Et tout le monde est, mais quel abruti ce mec, mais quel abruti! Mais qu'est-ce qu'il est con! Mais c'est au pont qu'il y a du pétrole que tu vas filer ton pognon. Oh, mais le dollar va s'effondrer, Pierrot. Le dollar, il va s'effondrer. Parce qu'avec un mec aussi abruti à la Maison Blanche, le dollar, il va bientôt valoir zéro. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le dollar? Ben, il augmente. Et puis, c'est pas fini parce que, bien évidemment, il va falloir qu'on achète notre dollar et des dollars pour acheter du bon pétrole et du bon GNL aux Américains, à l'abruti de la Maison Blanche, qui a tout simplement pris le monopole du marché en faisant des guerres qu'on peut considérer comme justes, injustes. C'est pas le problème. Factuellement, aujourd'hui, vous assistez, à mon sens, hein, au plus grand économique et pétrochimique de l'histoire du monde. Voilà. Et donc, c'est quand même juste incroyable. Et donc, dans moi, c'est quelque chose que j'avais écrit déjà en 2016 lors du premier mandat de Trump, parce qu'on savait quelle était sa stratégie déjà. Ça, tout ça, ça a été exprimé, ça a été écrit, ça a été dit. Bon, donc pour ceux qui lisent et qui arrêtent de dire que Trump juste est un abruti, on le savait. Et donc, il allait se servir des capacités du pétrole américain pour assurer la domination américaine. Et c'est lui qui va distribuer le pétrole en fonction de est-ce que tu es sage, est-ce que tu m'obéis, est-ce que tu m'écoutes bien, parce que sinon je te renvoie à l'âge de pierre et je te livre pas de pétrole. Donc vous avez les droits de douane d'un côté. Alors là, on lui a dit les droits de douane, t'as pas tout à fait le droit, machin. Ben, c'est pas grave, je vais faire la guerre et je vais les avoir avec le pétrole. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. D'accord. Et il n'y a pas de problème. Et quand tu as 11 porte-avions ou 12 porte-avions et une armée dont le budget est 50 fois celui de l'armée française, il n'y a aucun problème qu'une bonne guerre ne puisse résoudre. Et donc, je crée les problèmes à mon avantage. Et donc, de la même manière que Donald Trump disait dans une réunion, il est hors de question que Nord Stream existe parce que vous devez acheter le GNL américain. Il l'avait dit aux Européens dans le cadre d'une réunion qui a été enregistrée et dont les bandes avaient été diffusées il y a quelques temps, au niveau, enfin, quand il y avait eu la guerre en Ukraine et Nord Stream qui avait sauté. Tout ça, ça vient de très très loin et c'est aussi une histoire commerciale. Et c'est aussi une histoire de business, et c'est aussi une histoire de domination. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin en termes de conséquences économiques, Pierrot. L'intérêt majeur des États-Unis, ce n'est pas que la guerre se termine. Voilà. Donc moi, je dis simplement que d'un point de vue économique et d'un point de vue analytique, l'intérêt pour les Américains, c'est de se barrer du Golfe, effectivement, de ne pas faire tuer de soldats américains pour rien. Donc c'est de se désengager dans les prochaines semaines et de laisser le reste du monde se démerder. Tant pis si les Iraniens sont pas contents et continuent à bloquer le détroit d'Ormuz, parce que eux, ils vendront leur pétrole à prix d'or.
Je force un petit peu le trait, mais à peine. Et donc, non seulement ils vont forcer le pétrole à prix d'or, pardon, ils vont vendre le pétrole à prix d'or, ça c'est le premier effet qui se coule. Parce que sinon, la mère Michu et le père Michu, cet été, je peux vous dire, on part pas en vacances. Et moi qui ai mon camping-car, et c'est mon seul plaisir. Tu me connais, Pierrot, quand je viens de te voir, je viens avec la famille et puis on est dans le camping-car et dans la roulotte. Bah pour ça, c'est quand même 10 litres au 100. Hein. Donc, si tu veux, il faut un peu de pétrole. Donc cet été, moi, j'avais prévu on voulait se faire l'Europe du Nord, enfin bon, allez, Norvège, Finlande, machin, Suède, etc. Je pense qu'on ne va pas le faire si Trump, quand bien même il est parti, et que le détroit d'Ormuz est pas bloqué, est pas débloqué, ça va être très très compliqué. Quand bien même on nous livre du pétrole américain, il va falloir que les États-Unis livrent le monde entier, et donc ils vont gagner beaucoup d'argent. Et au mieux, ça va coûter très cher, mais on peut penser qu'il n'y en aura surtout pas assez pour tout le monde, même si les capacités américaines sont très importantes. Donc il va y avoir pénurie, donc il va y avoir rationnement. Donc l'usage camping-car, à mon avis, ça va pas être considéré comme du prioritaire pour l'économie, si tu vois ce que je veux dire. Donc on restera à la maison et écoute, on fera du potager en Normandie. Mais ceci étant posé, l'intérêt des États-Unis, c'est donc de vendre cher. Premier effet qui se coule. Mais deuxième effet qui se coule pour les États-Unis, c'est que on parlait tout à l'heure hors caméra, par exemple, du bâtiment. Bon, et dans le BTP, vous utilisez des matériaux qui sont des matériaux qui sont peu chers à l'unité, hein, avec peu de valeur ajoutée, peu de marge, mais qui sont très consommateurs d'énergie. Et là, c'est notamment, je te citais le cas de la laine de verre pour isoler les bâtiments et faire la rénovation énergétique des bâtiments. Et ben cette laine de verre, ça nécessite des quantités considérables d'énergie pour la produire et pour la vendre pas très cher. Et donc, soit on multiplie le prix par 4 ou 5 de la laine de verre et personne ne pourra l'acheter, soit, vous savez quoi, ben Saint-Gobain va réorienter sa production et donc ils vont produire aux États-Unis parce que drill, baby drill, hein, et donc là, il y a plein d'énergie abondante et pas chère, et donc on va produire, enfin moins cher, on va produire aux États-Unis, et donc on va réexporter vers la France ce qu'on produisait avant en Ouais, Europe. ben, elle va quand même être chère parce que le bateau qui va aller des États-Unis jusqu'à Cherbourg ou Le Havre, il va consommer de l'essence, lui. Il a pas été sponsorisé par Anne Hidalgo avec des panneaux solaires. Il Non, a c'est besoin clair. de tourner au diesel et donc Mais au elle fioul. coûtera 2 fois plus cher et pas Voilà. 4 fois plus cher. C'est ça. Exactement, exactement. C'est ça le Donc, message qu'on veut dire. Donc, ton choc inflationniste, il va aller de 5, moi je l'ai chiffré à peu près, ça va aller de 5% dans le scénario numéro 1, qui est la paix se fait tout de suite, le détroit d'Ormuz est débloqué, machin, etc. Mais il y a des pénuries, ça met du temps à revenir, etc. Donc, choc inflationniste 5% sur l'année. Ça, je parle de l'indice d'inflation officiel. ouais. D'accord. Dans les faits, un indice d'inflation officiel et après le prix de ta laine de verre, ça va être 5% en moyenne, mais sur le prix de ta laine de verre, ça sera peut-être 40%. Donc évidemment, tout ça, ce sont des moyennes, mais 5% en moyenne sur le scénario positif. Sur le scénario négatif, qui est la guerre qui se poursuit, pour voir, c'est 12,5. Mais ça, c'est le pourvoir. Ça, c'est comment te dire, C'est un terme de poker pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprendraient pas. ouais, c'est même pas l'inflation d'entrée, non, non, c'est l'inflation d'apéritif. Mm. Hein, c'est vraiment le petit amuse-bouche, tu vois, le 12,5% si la guerre continue. Si la guerre continue, que le détroit d'Ormuz est bloqué, derrière, faut pas se leurrer, il va falloir rationner très fort, il va falloir passer à ce qu'on appelle à la substitution, et donc utiliser des substituts. Alors moi, Il y en a qui ont essayé. j'ai modélisé les substituts pour tout ce qui allait être en pénurie. Bah, si on n'utilise pas les substituts aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des raisons. Soit c'est parce que c'est moins bon,
Soit c'est parce que c'est de moins bonne qualité, soit c'est parce que c'est beaucoup plus coûteux. Et généralement, c'est un peu des trois. C'est de C'est la ça. merde, c'est moins bien et c'est beaucoup plus C'est cher. ça. C'est Bon, ça. donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas le substitut. L'Allemagne a essayé de faire voler des avions au charbon, hein. Voilà. Non, mais Ça n'a pas bon, bah, marché très bien. pareil, tu peux te dire le matin, je me bois un bon bol de chicorée, mais bon, en gros, on préfère tous le café, quoi. Donc, mais la chicorée, bah, on fera avec de la chicorée s'il Oui, faut, tu vois. chicorée qui va pousser dans des champs qui n'ont pas d'engrais ou très très peu d'engrais, de produits chimiques pour désherber, machin, tout ça. Parce que là aussi, là, on parle que du pétrole. Je ne veux pas aller trop vite dans ton exposé, Si, mais non, mais vas-y, vas-y, mais enchaîne, tu as raison. les dominos et la ramification des conséquences, on peut prendre l'image du domino qui tombe les uns sur les autres, ou on peut prendre l'image de la tempête qui se crée et on n'arrive pas au début à savoir quelle va être son intensité à la fin. Exactement, la théorie domino. Très bon livre, Alex Caro. Il a des très bons. Il y a toujours la fiction a eu des bons scénarios dans ce domaine. Et moi, j'ai montré dans ma vidéo hier des jeux de stratégie qui se passaient dans le Golfe Persique. On en a depuis les années 80, des très Évidemment, spécifiques, mais et qui nous évidemment, entraînaient déjà à l'époque, parce que évidemment, les c'est les vieux singes comme nous, mais bien sûr, on je veux a dire, connu hein, les mines dans les années 80, la guerre Iran-Irak avec mais l'Irak et oui, l'Iran qui essaie de se dégommer l'île de Karg ou les pétroliers respectifs. Et c'est vrai que si aujourd'hui, justement, les marines et les aviations n'ont plus l'importance qu'elles avaient dans le passé, puisqu'on est dans une guerre de drones, de cyberattaques, de missiles qui sont très faciles à planquer, enfin bref. L'aspect militaire, on verra. Puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. En revanche, l'aspect économique est important et les engrais, tout ça vont avoir un effet qui va s'ajouter à ce que tu viens de décrire et pas seulement pour nous en Europe, mais moi j'ai cru voir des articles qui disaient l'Afrique va prospérer parce que, non, que dalle, elle va rien prospérer du tout parce que le peu de pétrole qui est produit en Afrique, certes, il va être exporté au plus offrant, la Chine, mais pour peu que les États-Unis foutent pas le bordel là-bas aussi, hein, pour éliminer, ils ont essayé au Nigeria récemment pour éliminer la production ou réduire la production locale, mais tous ces pays vont devoir vendre du pétrole très cher pour acheter des devises, ce qui pourrait aller dans le sens effectivement d'un dollar qui augmente, pour pouvoir s'acheter des engrais parce que la bouffe en Afrique, elle pousse pas comme ça, hein. Eux aussi, et puis ils sont 1,5 milliard maintenant. Ils étaient 100 millions il y a un siècle et demi, mais enfin il y a un siècle. Donc 1,5 milliard d'Africains qui ont besoin de se nourrir, à juste titre, et qui ont besoin d'avoir des engrais qu'ils ne produisent pas sur place, qui sont de moins en moins produits, ça va être compliqué. On va avoir des récoltes très difficiles, peut-être pas maintenant, mais dans 6 mois, dans 9 mois, dans une année on risque d'avoir des famines qu'on n'a pas vues depuis des décennies. Et avec une population qui est pour certains pays, 3 ou 4 fois plus grande que dans les années 80. Donc, effet domino, ça veut dire migration. Et venez pas en Europe, s'il y a des Africains qui regardent le truc. On est déjà là, on est là en ce moment. On n'a plus de bouffe, on n'a plus rien, c'est la merde. Allez aux États-Unis. Mais il y a des ramifications de catastrophes qui peuvent arriver, sans parler de ce qui est imprévu, parce que qui avait pu dire qu'en fait l'hélium est seulement produit dans la région du Golfe, ou quasiment que produit aux États-Unis, un petit peu aux États-Unis aussi, mais que putain, la Taïwan en a vachement besoin pour fabriquer ses wafers et ses puces dans des conditions particulières, et que l'hélium, on peut le remplacer par l'argon, mais c'est pas les mêmes résultats. Mais il faut être super technique pour savoir ça. Moi, je ne le savais pas. Donc, ouais, on a l'imprévu aussi qui va s'ajouter à tout ça, dans les trois scénarios. qui savait que le sous-produit du raffinage, l'un des sous-produits, c'est effectivement l'hélium. Un autre des sous-produits, c'est par exemple le soufre. Qui sait que chimiquement, pour faire les molécules de beaucoup de médicaments, il faut utiliser du soufre. Et que l'industrie pharmaceutique, je crois que tu connais un petit peu Pierrot, l'industrie pharmaceutique a besoin de beaucoup, beaucoup de soufre et de soufre de qualité médicale
Mm. Donc, qui est une qualité spécifique de soufre, qui est un sous-produit dans les raffineries. Et donc, quand les raffineries sont en arrêt, bah, pareil, tu as 30 ou 40% du soufre mondial qui provient du Golfe, comme de l'hélium. Et donc, ça va poser des problèmes absolument considérables à l'industrie, mais aussi à la pharmacie. Et donc, pour faire par exemple de l'insuline, il faut du soufre. Et aujourd'hui, l'insuline, on va plus être capable de la produire. Alors, on a, nous, ici en France, j'ai regardé, c'est sur l'insuline qu'on a le plus de stock. Donc, on a globalement pas loin d'une année de stock d'insuline. Et qu'est-ce qui se passe dans un an? Dans la préparation, on nous apprend à avoir un petit frigo avec une petite génératrice électrique dans lequel on peut mettre, si vous êtes insulino-dépendant, des stocks d'insuline pour pallier le fait que la pharmacie peut plus vous en livrer. C'est une bonne préparation. Il n'y a pas que des boîtes de raviolis. D'ailleurs, les boîtes de Bien raviolis, d'accord. c'est le moment de les dépoussiérer, là. Enfin, de toute façon, Ah, on les bah fait là, tourner, mais... je suis en train de faire la revue des stocks. Hein, et la revue des boîtes de raviolis. Alors, Voilà. boîte de raviolis végétarien, millésime 2012. Non, je plaisante. Non, non, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que quand il y a un problème, et normalement ceux qui nous écoutent de ta communauté sont bien au courant de ça, j'aime bien la phrase qui permet de résumer la situation, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Bon. Et donc, voilà, toi et moi, Pierrot, nous avons le Un meilleur petit des peu, ça veut dire. stocks. Il est sur nous. Il est en nous. Un petit Tu peu. vois, il Es est en pas... nous, Tu es très ce bien, tu stock. es très bien. Hein. Il est en nous, ce stock. Donc ça, c'est le meilleur des stocks. C'est celui qu'on ne peut pas te voler. C'est celui qui est dans ton ventre. Euh, Après, au-delà de la blague et de la boutade, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui sont absolument critiques. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'un véritable scénario de rupture de la normalité. Nous allons avoir inévitablement, si la guerre continue et si les destructions se poursuivent, nous allons avoir inévitablement effectivement des pénuries d'engrais, puisque c'est l'un des autres sous-produits, c'est l'urée. Et l'urée rentre dans la fabrication, évidemment, de tous les engrais azotés. Et donc ça va poser un véritable problème pour les rendements agricoles partout dans le monde entier. En Inde, par exemple, compte tenu de la hausse du prix de l'énergie, etc., ils ont mis à l'arrêt énormément de leurs usines d'engrais. Hein, ils sont plus capables de les faire tourner. Ça veut dire que inévitablement, vous allez avoir une baisse des rendements agricoles si ça devait durer de manière significative. Alors aujourd'hui, on n'y est pas, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et donc, vous allez avoir, ne serait-ce que par l'augmentation du coût de l'énergie, qui est un des éléments très importants pour faire tourner les tracteurs, pour faire tourner toutes les machines agricoles, après pour transporter les céréales, pour transformer les céréales dans l'industrie agroalimentaire. Donc, tout ce qui est agricole et agroalimentaire consomme énormément d'énergie pour des produits qui ont des petites valeurs faciales. Encore une fois, une sac de nouilles, vous pouvez trouver ça très cher, le sac de nouilles. Bon, en attendant, ça vaut 1 euro, quoi. Bon, donc, enfin, même un petit peu moins si vous prenez des nouilles marque de distributeur premier prix, vous les avez à partir de 60 centimes le sachet de nouilles. Bon, donc, aujourd'hui, à 60 centimes le sachet de nouilles, vous imaginez tout le traitement industriel qu'il y a derrière, entre le ramassage du blé jusqu'à la transformation et la livraison dans votre supermarché. Il faut bien être conscient du fait que ce sac de nouilles, il peut valoir le triple dans 6 mois, rien que par rapport au prix de l'énergie. Rien que par rapport au prix de l'énergie. Ça, c'est si tout va bien. Si tout va mal et dans 1 an ou dans 2 ans, Il n'y a votre plus. sac, votre sac de nouilles, il y en aura peut-être juste pas beaucoup, où il sera rationné, où ça va manquer, où il sera absolument hors de prix. Et donc, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Et ça s'appelle pas forcément la famine, ça s'appelle la disette et le rationnement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre, non pas cette année, mais dans 1 an et demi, par des répercussions de long terme de la crise que nous vivons actuellement.
Cela dit, on a un élément, et ensuite j'ai une question qui nous amènera vers la fin de cet entretien, mais un élément dont il faut tenir compte, c'est l'effet irrationnel, notamment par des vagues de panique. Aujourd'hui, ce que nous disons là implique que ceux qui sont prêts complètent un petit peu des compétences, des formations, des outils peut-être qui manquent, qui revoient un petit peu les procédures, que faire au cas où, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Annuler des vacances, par exemple. Moi, j'ai annulé mes vacances de juillet. J'avais pas encore acheté des billets d'avion. J'ai décidé de tout annuler, de ne pas partir en vacances. Après tout, on est très bien ici chez moi. Et comme toi, j'ai décidé que voilà, je vais réduire la voilure au maximum pour ne pas consommer de biens et d'essence et de services parce que je veux voir ce qui arrive. Mais ça, c'est parce on a compris ce qui pourrait arriver. Ça ne veut pas dire que ça arrive, mais les scénarios potentiels, on les a bien saisis. Et deux, on a un petit peu de préparation. Ceux qui ont compris et qui n'ont pas de préparation aujourd'hui, ils auraient intérêt à se dépêcher, acheter mes livres, écouter ce que dit Charles Salin dans sa lettre d'information, mais il y a toute la masse, 99,9% des gens qui n'ont pas lu mes livres, qui n'ont pas abonné, qui ne sont pas abonnés, et c'est mal. Il faudrait que tout le monde soit abonné à nos chaînes respectives et à nos Patreons et que cette masse, à un moment, parce que les médias auront décidé que c'est le moment de les alerter, parce que ça fait vendre et tout, il y a un moment où ils vont se dire, comme en mars 2020, alors qu'on était tous déjà bien dans nos trucs, préparer tout ce qu'il faut, à tenir le coup, face à ce truc bizarre qui arrivait en 2020, qui était arrivé de Chine, on a dit aux gens, OK, maintenant vous pouvez paniquer. Et les gens ont paniqué, ils sont allés acheter du papier de toilette, ils ont acheté toutes ces sortes de conneries. Bon, on a l'effet panique qui peut arriver. Avec les conséquences sociales, on a les effets euh, la dette des États, elle est colossale. Crise veut dire moins de rentrée fiscale, moins de PIB, plus d'inflation. Tout le monde commence à parler de stagflation dans les médias. Merci d'avoir enfin réussi à connecter les neurones sur le truc qui était évident et prévisible depuis longtemps. Mais clairement, ça se déclenche maintenant. Ok, l'État va faire des conneries, il va faire des rationnements, il va faire des trucs, ça veut dire qu'il y aura du marché noir, ça veut dire qu'il y aura vraiment du manque, des pénuries, parce que ça marche jamais ces trucs-là, ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire. Peut-être qu'il coupe les allocations, et alors là, c'est la fête du slip. Peut-être qu'il coupe les retraites. Alors, à ce moment-là, on a une vraie famine, disette. Je ne sais pas quel est le terme technique pour dire les vieux qui crèvent. Bref, on a de l'imprévu quand même. Et dans tout ce contexte, et je te laisserai commencer et je te lance vers la question finale, c'est qu'on a des marchés financiers qui semblent être, alors oui, un coup ça monte un peu, un coup ça descend. Dans l'ensemble, ils sont un peu en descente cette année, mais ils ne semblent pas du tout pricer les conséquences de ce qu'on vient de discuter, et ce qui me paraissent assez évidentes et qui me paraissent être évidentes depuis au moins un mois. Depuis que la campagne a commencé, quand tu commences à éliminer les gens avec qui tu peux discuter, forcément ça va durer et forcément ça va pas se régler. Et donc, tu devrais pricer dans tes prix que... Et non, la bourse est quand même pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des traders et des grands fonds? Est-ce qu'ils sont en train de sortir pour dégager tout ça aux petits en disant achetez le dip? Ou qu'est-ce qui se passe? Toi qui connais mieux ça que moi. Passe la même chose que lors du Covid. Souviens-toi, toi Ah, et moi, moi, j'avais tout vendu. J'ai on, tout vendu on sa- avant. on savait dès décembre, fin décembre 2019, qu'il se passait quelque chose Ouais. d'inquiétant en Chine. D'accord? Toi et moi, on avait discuté, etc. Donc, on avait évidemment modélisé ce qui allait se J'ai passer. tout dégagé en fin janvier. Bon, on savait. Or, Et tu j'ai tout vois, racheté le 15 mars. dès décembre, on le savait. Pourtant, entre le moment où tu vends et le moment où tu rachètes, tu as dit quoi comme date? J'ai tout racheté le jour du confinement. Parce que c'était le jour où tout s'est effondré. Et je me dis, mais non, mais ils sont cons, il n'y a pas de mort. Et il Il n'y s'est a pas de passé, mort. et il n'y a pas de destruction. Et il n'y a pas de destruction. Donc j'ai tout racheté. Et il s'est passé combien de temps? Ah ben, un mois et demi. 2 mois. On en est à combien de temps? Pas un mois. CQFD. Pas Ouais. d'autres questions, votre honneur. D'accord. Donc ça va Voilà. baisser. Ça risque de Pas encore. s'effondrer. Pas encore. Pas Pas encore. encore. C'est-à-dire que là,
au moment où on parle, Donald Trump doit parler, donc on est le 1er avril, il est 15h25. On horodate, d'accord? Tu Qu'est-ce qui... confirmes? Il Tu doit parler ce confirmes? soir, je crois, hein. Ouais, il parle ce soir. Qu'est-ce qu'il nous D'accord. annonce? Il nous annonce la paix? Il nous annonce le fait qu'il s'en va, tu vois, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Il nous annonce le fait qu'il a trouvé un deal avec l'Iran et que la paix revient. Il faut aller Génial. voir ce qu'un de ses fils a acheté ou vendu. C'est ça, il faut... Ça, on C'est saura pas alors. encore, c'est pas encore. Ah bah là, apparemment, vu ce que font les marchés, la bourse est en très nette hausse. Ouais, il Le pense qu'il va pétrole, dire, ça y le est. pétrole est en très nette baisse. Ouais. Donc, il va dire, ça y est, mission accomplie. Comme George Bush sur son porte-avions, Mission Accomplished. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, il va nous dire, voilà, c'est bon, il n'y en a plus que pour 15 jours, c'est quasiment réglé, on va arriver à un deal. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'arrête de bombarder, cessez le feu, ok? On peut annoncer un cessez-le-feu ce soir. Si le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, ça me fait une belle jambe le cessez-le-feu. Ouais. Et s'il annonce le cessez-le-feu et que les Iraniens continuent, eux, à bloquer le détroit d'Ormuz, je ne vois pas ce que le monde va gagner. Donc, je ne sais pas ce qu'il va annoncer ce soir. Bon, moi, je suis pour le fait que ça ne s'effondre pas. Je suis pour le fait que la théorie des dominos ne se mette pas en marche. Et je suis pour le fait qu'il n'y ait pas de famine, que les gens ne meurent pas, que les gros ne maigrissent pas et que les maigres ne meurent pas. Donc, si tu veux, moi, tu me connais, je suis un humaniste. Je suis pour la paix dans le monde, que les oiseaux chantent Mais oui, et bien sûr. voilà. Hein, donc, Mais moi aussi, c'est et, ce que les et- gens ne comprennent pas. et accessoirement que je ne sois pas obligé de manger mes stocks de raviolis parce que C'est franchement, quand c'est même, assez dégueu au c'est bout pas d'une bon. semaine. Bon, Il y a mieux, il y a ah, les manchons de canard du sud-ouest. C'est quand voilà, non même. mais tu vois, bon, la vie est belle et j'ai évidemment envie d'avoir une belle vie et de pouvoir partir faire mon tour d'Europe du Nord en camping-car avec ma famille cet été. Mais ça, ce sont des vœux, ce sont des souhaits, ce sont des envies. Ça ne veut pas dire forcément que la réalité nous permettra de le faire. Mais peut-être qu'effectivement, Donald Trump, parce qu'il est génial et que c'est pas un abruti, va réussir à nous trouver une sortie de crise incroyable et que cet été, je serai en train de faire le pimpin avec mon camping-car à 1,50 € le litre de gasoil et pas 2,30 €. Bon, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que pour les marchés aujourd'hui, On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. exactement. Les marchés n'achètent pas pour le moment la fin du monde et ils n'achèteront la fin du monde que quand ils seront sûrs que la guerre dure, que ça fait un mois de plus que le premier mois et qu'on est à 2 mois de guerre. Et donc à 2 mois de guerre, les perturbations seront terrifiantes, les pénuries seront terrifiantes, les prix seront terrifiants. Et donc, évidemment, là, on sera à 3 euros le litre de gasoil, si tant est qu'il y en ait. Donc, si tu veux, à partir de ce moment-là, les marchés corrigeront très, très brutalement. Et donc, ils intégreront tout ce que l'on a dit là dans les marchés. Mais pour le moment, et dans les cours. Mais pour le moment, ils n'achètent pas ça. Ils achètent une guerre qui sera courte, une guerre qui sera un petit peu pénible d'un point de vue économique, mais qui ne sera pas dramatique. Et je te renvoie aux propos qu'a tenu Jamie Dimond, le patron de la JP Morgan aux États-Unis, qui est quand même l'une des plus grandes banques d'affaires au monde, et qui a dit l'important, c'est pas ce que fait la bourse, hein, l'important, c'est la victoire américaine en Iran. Et donc, lui qui fait partie de l'establishment et profond, si tu veux, de l'État profond américain, pour qui, au-delà du clivage politique affiché pour les gueux que nous sommes entre démocrates et républicains, ils sont quand même tous d'accord pour la domination sans partage américaine sur le reste du monde. Et donc, l'économie est de l'intendance. Et donc, et c'est pour ça que je dis attention aux erreurs de diagnostic. Non pas que l'économie ne soit pas importante, l'économie est très importante, on en a parlé avec le pétrole et de l'arme énergétique utilisée par les Américains pour notamment assurer leur domination économique et monétaire et géopolitique sur le reste du monde.
qu'ils utilisent à plein. Donc l'économie est importante, mais elle reste de l'intendance, elle reste un outil au service de la domination et du leadership américain sans partage sur le reste du monde. Et c'est ce, à mon avis, à quoi nous assistons. Et donc, Donald Trump, globalement, va sans doute perdre les mi-termes, sauf s'il arrive en disant, voilà, j'ai vaincu l'Iran, machin, etc. Donc, bon. Donc cette guerre peut tout à fait durer encore quelques mois, comme elle peut prendre peut-être fin ce soir Ouais. dans l'allocution de Donald Trump. Peut-être qu'elle peut même recommencer dans quelques mois, peut-être après les mi-termes, hein, par exemple. J'annonce la victoire, puis je vais terminer le travail dans 8 mois ou dans 9 mois. C'est aussi quelque chose d'envisageable. Le régime iranien peut aussi tomber. Hein, il ne faut pas croire que Oui, oui. le régime iranien pourrait ne pas tomber, et auquel cas ça peut nous renvoyer au premier scénario, hein, c'est-à-dire qu'un nouveau régime réouvre le détroit, revient dans Alors, le en système général, international, etc., etc. historiquement, les régimes politiques ne tombent pas pendant les guerres, en tout cas pas au début. Ils tombent après les guerres, ou si la guerre dure très longtemps et se passe très mal. Ça, Là, aujourd'hui, on n'est pas dans ces deux conditions nécessaires. La guerre, alors c'est discutable hein, si elle se passe bien ou mal. Ça dépend du point de vue, mais en tout cas, elle est encore récente. Et pour l'instant, il y a l'effet patriotique, qui est un effet indéniable. Je veux dire, ça a fonctionné pour les soviétiques. Alors tu dis, ça fonctionne chez les Iraniens. Et il faut que ça dure longtemps, il faut que ça dure plusieurs années de difficultés, de défaites les unes après les autres. Exemple, l'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la Russie pendant la Première. Où là, au bout d'un moment, la population s'énerve contre ses propres dirigeants et ça finit très très mal en général pour eux et pour la population aussi après. Mais oui, oui, non, c'est clair. Mais donc, il y a un quatrième scénario qu'on n'a pas envisagé. Et tu me connais, j'aime bien vas-y, envisager vas-y. même ce qui n'est pas envisagé. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on réfléchit. C'est la théorie du dixième homme. On parle du changement de régime en Iran. Et si nous parlions du changement de régime aux États-Unis? Voilà. Donc, Le coup d'État est possible, mais en donc, Europe aussi. et en Europe aussi, mais il y a une possibilité aussi de changement de régime aux États-Unis, c'est-à-dire que finalement, on pourrait dire que militairement, tout se passe très bien pour les Américains, hein. Quand je dis tout se passe très bien, ils ont eu des pertes faibles, bon, ils se sont fait flinguer quand même, ils se sont fait détruire un avion à wax, hein. Oui, puis les C'est, porte-avions ont c'est, été touchés. hein, Ça, c'était une première fois depuis c'est quand même 1945. c'est quand même pas rien. Donc, si tu veux, voilà, je pense que. Mais bon, imaginons et disons que ça se passe bien d'un point de vue militaire pour les Américains. D'un point de vue politique, on peut tout à fait imaginer, si la guerre dure un peu, que Donald Trump soit déposé, hein. Oui, parce que c'est une guerre techniquement illégale, comme toutes les guerres qu'ont fait les États-Unis depuis 1940. La dernière fois que les États-Unis ont déclaré la guerre, c'est contre la Roumanie en 1943. Depuis, il n'y a jamais eu de déclaration de guerre formelle. Il y a toujours eu voilà, une augmentation des trucs contre le terrorisme. Enfin. Mais c'est vrai que techniquement, et ça pourrait pas forcément venir des démocrates, enfin du parti adverse, ça pourrait venir de l'intérieur du parti où, alors, Non, mais les scénario. deux, là, de toute manière, ça serait les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ouais. tu as républicains et démocrates qui se liguent contre Donald Trump et qui te le déposent via un impeachment parce Oui. que ils veulent cesser cette guerre qui n'était pas la leur. Et puis, il y Et a le scénario de la crise cardiaque ou de l'AVC. Quelqu'un de son âge peut mourir du jour au lendemain sans problème. Hein. aussi. Et je n'y voyais aucune malveillance ni de sous-entendu. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens qui meurent à 80 ans. Ouais, c'est normal, hein. Je veux dire, Ouais. à 80 ans, c'est normal d'avoir des problèmes cardiaques et d'avoir des problèmes d'AVC, Et c'est etc. une question de 5 minutes. Hein. Donc, Oui. Et on quand ne te tu as récupère pas ce niveau forcément. de responsabilité et de pression, tu as souvent quand même des montées d'hypertension, quoi, hein. Tu vois, Ouais. enfin, Ouais. si tu veux, là, forcément, tu peux être un petit peu stressé quand même, hein, bon. Donc, il y a effectivement ce scénario-là également. Mais il y a aussi, par exemple, pour trouver une issue et une sortie, le fait que ce ne soit plus Donald Trump, hein. C'est effectivement, tu vois, ça peut, à un moment Ça donné, peut. on peut se dire que le principal obstacle à un accord pourrait être Trump lui-même, etc. Donc, en fait, on est dans une situation qui est profondément VICA,
pour volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Hein, donc, nous sommes dans une situation qui est une situation VICA. Et donc ça se surveille comme le lait sur le feu. Il ne faut pas partir du principe que une analyse, elle est bonne aujourd'hui. Elle est bonne aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que ce que nous avons analysé et ce sur quoi nous avons échangé aujourd'hui, c'est juste. Je pense que c'est intéressant, je pense que c'est bien vu, mais ça ne veut pas dire que ce sera encore juste demain. Et Mhm. donc là-dessus, il faut être très humble, mais très pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idéologie. J'ai pas envie d'avoir raison sur un point ou Tout à sur un autre. fait. Enfin, tu vois, mais en revanche, il faut être très très pragmatique, c'est-à-dire les choses évoluent. Moi, si à un moment donné, je vois que les Iraniens sont en train de militairement mettre une pâtée aux Américains, je dirais qu'ils sont militairement en train de mettre une pâtée aux Américains, tout comme ce qui fait hurler. Quand je dis que les Ukrainiens aujourd'hui manifestement ils ont quand même réussi à empêcher la Russie quand même d'avancer. Bon, et qu'au bout de 4 ans et demi de guerre, la Russie, elle n'a même pas réussi à avancer sur plus de 100 kilomètres dans le territoire ukrainien, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite militaire du point de vue russe. Quand je Ah, dis tu vas ça, me je suis... faire hurler. Mais ça va faire hurler. Tu vas me faire hurler. Mais c'est pas une, non, mais c'est pas une grande réussite militaire. Parce que si tu veux, la grande réussite militaire, ça serait d'être à Kiev, ça serait d'avoir fait tomber Zelensky, ça serait de ne pas avoir des dizaines de milliers de morts depuis 4 ans et demi, ça serait de ne pas mobiliser son économie quand même pour faire tout ça. Et ce qui ne veut pas dire qu'à nous en face, ça coûte pas très très cher Non, non, et que mais les c'est clair. pertes ukrainiennes, elles sont pas énormes, etc., etc. Tu vois, donc ce n'est pas un succès ukrainien, c'est un massacre en plein cœur de l'Europe. Donc c'est une guerre qui est abjecte. Oui, Donc, oui. mais je veux dire, tu ne peux pas dire que ce soit une réussite pour les Russes. Et donc, s'il faut voir ça, il faut le voir. Sinon, tu es dans l'erreur d'analyse. Et tu peux me dire que c'est extrêmement brillant de ne pas avoir encore récupéré le Donbass, de prendre son temps, d'essayer de limiter les pertes, d'être dans... OK, tout ce que tu veux. Mais factuellement, de la même manière qu'aujourd'hui, l'Iran continue à envoyer des drones, continue à faire des destructions, continue à descendre, détruire un AWACS qui est un avion à 500, à plus de 500 millions de dollars sur une base aérienne, qui est quand même hallucinant. Bon, et que Israël continue à recevoir des impacts tous les jours de missiles ou de drones. Bon, donc tu peux me dire ce que tu veux sur l'efficacité des boucliers antimissiles, des machins, des trucs. Je dis que factuellement, l'Iran réussit à faire des frappes. Pas suffisantes pour gagner une guerre, mais Non. quand même significative pour montrer que l'Iran a encore une capacité de riposte. Et ça, si tu veux, ce sont des faits. Donc, dans nos analyses, il faut se méfier terriblement de nos biais, il faut Bien se sûr. méfier terriblement des mensonges et de la propagande, et donc il faut être très très pragmatique, et il faut essayer vraiment de voir les faits au-delà de ce qu'on nous annonce de manière toujours tonitruante, machin, etc. Et donc, c'est une vraie guerre. Hein. Dans le Golfe, aujourd'hui, nous avons une vraie guerre, Mhm. comme nous avons une vraie guerre en Russie. En Russie, l'Ukraine tient parce qu'elle a une aide massive, évidemment, des pays de l'OTAN et des États-Unis. On peut imaginer la même chose pour l'Iran, c'est-à-dire qu'il Oui. y a une aide massive, évidemment, de la Russie à l'égard de l'Iran. Et donc, tous les drones qui aujourd'hui sont envoyés par l'Iran sont des drones qui ne sont plus produits en Iran, mais qui sont produits en Russie et livrés à l'Iran. Et l'Iran n'a pas besoin que la Russie lui envoie 10 000 drones par jour. L'Iran a besoin, je te dis n'importe quoi, de 50 drones par jour capables d'aller frapper les autres pays du Golfe pour être capable d'avoir une capacité de nuisance considérable sur l'économie mondiale. Oui, oui, bien Donc en sûr. plus, il y a une asymétrie entre le besoin et les effets produits qui est absolument hallucinante. Ça veut dire que là, on pourrait tout à fait assister au fait que les États-Unis et l'OTAN et tout ce que tu veux, avec une espèce d'Ukraine à l'envers, soient tenus en échec pendant 4 ans et demi dans le Golfe par la livraison de pauvres 50 drones par jour filés par les Russes en sous-main, avec des renseignements militaires, satellites, Oui, oui, machin, bon, ça c'est clair. etc. Bon, des Chinois, eh bien, parce qu'ils nous font la même chose que ce qu'on leur a fait en Ukraine depuis 4 ans et demi. Bon, je te rappelle, et à ceux qui nous écoutent, les 13 généraux russes liquidés dans leur poste de commandement sur des, évidemment, missiles OTAN,
renseignement Renseignement américain. autant, Ouais. imagerie satellite autant, mais petit doigt qui a appuyé sur le bouton ukrainien. Bon, ok. Donc on dit c'est l'Ukraine. Bon, bah là c'est la même chose. Petit doigt iranien, mais tout est made in China et made in Russia pour les Iraniens. Donc on peut imaginer tout à fait un bourbier aussi qui pourrait durer très très longtemps. Alors là, tu imagines les conséquences économiques. Là, les marchés ils vont perdre effectivement 40 à 50% et ça va pas être la même histoire. Oui, tu auras de la grosse inflation et cette grosse inflation-là, difficile effectivement avec 41 000 milliards de dollars de dette, de la D'augmenter, combattre avec des taux à 20%, parce que sinon, t'es mort. ton état il saute. Et puis c'est de l'inflation énergétique. Je renvoie à mon dernier article sur le grenier d'écrou, là, qui était l'édito de ce matin, où Jérôme Powell de la Fed a dit que, bah, évidemment, les banques centrales n'avaient pas d'outils pour lutter contre un choc énergétique. Ben évidemment, la banque centrale, elle peut imprimer des billets, elle peut pas inventer des barils, elle peut pas imprimer des barils. Donc là, c'est la différence entre l'économie virtuelle des banques centrales et puis l'économie réelle, physique. On ne peut pas imprimer de billets. On peut imprimer des billets, on ne peut pas imprimer des barils de pétrole. Pour terminer, une chose que l'on ne peut pas imprimer non plus, ce sont les métaux précieux, particulièrement l'or. L'or a explosé l'année dernière d'une manière phénoménale, l'argent aussi, hein. Mais alors ça s'explique, l'or a un petit peu baissé depuis janvier entre un peu de manipulation, beaucoup de ventes sous appel de marge, quoique les privés, ça représente, c'est minuscule par rapport aux banques Joli, centrales. joli. La substitution, voilà un exemple de Voilà, les substitution. banques centrales ont beaucoup vendu d'or, enfin les banques centrales. Certains pays du Golfe, y compris la Turquie, ont beaucoup vendu d'or, ce qui explique la chute du début du mois de mars. Euh, L'or est un refuge en général en cas de guerre, mais aussi surtout en cas d'inflation. Pour l'instant, alors on a peut-être c'est ces fameux 2 mois, pour l'instant il ne se comporte pas comme tel. Comment vois-tu avril-mai? Est-ce que tu penses qu'il y a un retour? Là, depuis hier, ça remonte en flèche, mais bon, voilà. Moi, je dis ça, je suis un petit peu intéressé que ça remonte. Mais bon, bref. Non, non, mais alors là, ça remonte à court terme parce que les marchés achètent la paix. Si jamais tu as la paix, l'or va rebooster encore. Ouais. Hein, mais là, à court terme. C'est-à-dire que si ce soir, Donald Trump nous dit, voilà, c'est la paix, j'ai décidé d'un cessez-le-feu unilatéral, pour que les Iraniens acceptent de négocier parce que moi je suis un grand sage, je suis un homme raisonnable. Bon, tu vois, bon, imaginons, hein, c'est tout à fait possible. Donc le détroit d'Ormuz n'est pas débloqué, j'en fais pas un préalable pour qu'il y ait des discussions. Donc on va pas bombarder. Bon, puis pendant ce temps, Israël continue à bombarder, donc ce qui revient bien au même quand même. Bon, c'est à la bombe, elle est made in Israël, elle n'est pas made in America. Ok, super pour le gars qui est en dessous et qui la reçoit sur le coin du nez, ça fait pas une grande différence. Bon, bref, donc si tu veux, il y a beaucoup entre les annonces qui vont être faites et puis ce qui va se passer, il y a quand même beaucoup de distorsions possibles. Mais voilà, les marchés, ils achètent tout ça. Si les marchés, ils achètent tout ça, tu achètes la paix, et tu continues à revenir à business as usual. Donc, tu reviens à l'état précédent et donc plutôt inflation, impression monétaire, déficit, machin, tout ça. Donc, voilà. Donc, l'or repart tranquillement et gentiment à la hausse. Si ça se passe pas tout à fait comme ça, l'or peut baisser parce que beaucoup de gens vont d'abord en vendre pour payer des pertes, etc., etc. Les marchés vont partir en effondrement puisque la guerre va durer. Et là, l'or ne reviendra et ne repartira à la hausse que dans la partie effondrement. Hein. C'est-à-dire que quand on va, et que dans la partie pénurie et hyperinflation. Et donc là, les gens vont être hyper inquiets pour leur argent et tu auras une fuite, mais ça, c'est plutôt pour cet été si la guerre dure. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Donc, fin avril, début mai, les premières pénuries, les premiers rationnements, juin, juillet, la vraie panique. D'accord. Et donc là, tu auras une panique monétaire. Les gens vont prendre peur entre les rationnements, les difficultés de vie, l'inflation, et ils vont se dire, waouh, qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma ville de Paris de 15 millions d'habitants, où ça devient difficile de bouffer.
où je sors mon contrat d'assurance vie qui risque de plus rien valoir et je m'achète FISA, une maison à la campagne du côté de chez Charles en Normandie, quoi. Voilà. Et donc, je pense que ça c'est pour juin-juillet. Ouais, c'est clair. Voilà. Et C'est le donc là, timing qui me paraît raisonnable. quand les gens vont commencer à raisonner comme ça, bah, ils achèteront de l'or. C'est-à-dire qu'ils achèteront et de l'or et de l'immobilier, mais dans le sens base autonome durable. Parce que si mon cher Pierrot, tu te plains de manière tout à fait légitime, comme moi, que nous ne sommes pas assez lus, il y a quand même des gens qui t'ont lu depuis toutes ces années. Il y a quand même des idées qui ont infusé dans la société civile. Et il y a quand même aussi un bon vieux fond de culture paysanne qui reste ancré quand même de manière inconsciente chez tous les citadins. Et on l'avait vu avec le Covid, hein. Tout le monde avait voulu acheter sa maison de campagne. Et donc, ils l'avaient tous fait. Après, il y en a plein qui ont raté, qui ont revendu et qui sont partis vivre en ville. Mais là, on aura le même schéma de manière beaucoup plus violente parce que pendant le Covid, tu as eu quelques pénuries, Ouais, notamment d'œufs et de farine parce qu'on faisait tous des gâteaux, mais tu n'as pas eu de réelle rupture d'approvisionnement ouais, sur les produits clés. Là, c'est de ça dont on va parler, hein. On parle ouais. aujourd'hui de chômage technique, on parle de rationnement, on parle de difficulté à se déplacer, etc., etc. Donc, ça va entraîner des modifications considérables de nos façons de vivre si la crise, encore une fois, continue. Encore une fois, scénario 1, ce sera 5% d'inflation, quelques pénuries, mais ce sera gérable parce que les choses vont reprendre leur cours. 6 mois compliqués, mais ça va aller. Pas de krach boursier, pas de krach financier majeur, etc., etc. Scénario 2, le détroit d'Ormuz reste bloqué, même si Trump se retire et laisse le reste du monde se démerder. Ça risque de pas être facile et les Iraniens risquent de pas être dans un bon état d'esprit et dans une bonne composition pour négocier. Et puis scénario 3, je t'en parle même pas. Cet été, l'or aura triplé, tout le monde voudra fuir les villes et il y aura plus à bouffer. Je force. Il y aura encore un peu à bouffer parce que les récoltes vont se faire Non, cette année, ils n'ont pas mais encore réussi à détruire nos campagnes complètement, mais heureusement, parce que mais c'est ce qu'ils veulent faire, hein. Donc, ouais, mais tu vois, là, le problème, ça va pas être les récoltes hein, cette année, ça va être l'industrie agroalimentaire. oui, c'est ça. C'est pas là, c'est pas le côté, c'est pas C'est le les conserves. côté, c'est les C'est les conserves conserves. qui demandent de l'énergie, Et oui, et de l'aluminium. c'est les paquets de nouilles qui demandent des emballages. Hein, Oui. les emballages, ça coûte très cher. Et c'est de la matière plastique. Et la matière plastique, c'est quoi? C'est du pétrole, etc., etc. Ouais. Voilà. Et il faut bien des emballages pour mettre les plats cuisinés et les barquettes surgelées. Et tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Donc c'est ça qui peut être très compliqué déjà dès cet été. Et c'est mine de rien une des rares industries, entre guillemets, locales à travers le monde entier, et particulièrement en Europe, parce que tu dois avoir les mises en conserve, tout comme les mises en bouteille hein, pour les boissons, etc., se font proches de la matière première. Et la matière première, elle est agricole. Enfin, je veux dire, essentiellement, on va pas, tu fais pas venir des bananes de Côte d'Ivoire pour les mettre en conserve, si ça existe, des conserves de bananes, en France. Non, tu vas mettre en conserve en France les manchons de canard élevés en France, ou abattus en France, ou les tomates en Espagne. Que le Et- coût du transport est considérable ouais, dans ton coût du produit final. ouais, Exactement. Donc, tu es obligé de fonctionner localement. Et ouais. donc là, ça va pas être possible, hein. Enfin, encore une fois, hein, moi, je suis très inquiet. La dernière livraison de kérosène, ça y est, c'est fait. La C'est fait, dernière moi aussi, livraison de rempli. kérosène, non, non, pour l'Europe, Ah oui, ah c'est ouais, non, là, les terminé. cuves sont pleines chez Non, moi. oui, mais chez toi. Mais là, Ah ouais. aujourd'hui, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, le dernier bateau en provenance du Golfe livrant du kérosène, il est arrivé au Royaume-Uni, c'est terminé. Ouais, Et là, il n'y en a plus. ouais. On va. Donc, tu as je- raison de ne je- pas prendre l'avion. Parce que non, mais tu sais que tu peux arriver quelque part, et mais tu puis ne sais pas revenir. si 15 jours après ou 3 semaines après, tu pourras revenir.
C'est ça. On salue par là nos amis d'Algérie qui fournissent encore beaucoup de gaz et de pétrole à l'Europe, notamment en Italie et donc à la Suisse, parce qu'on achète beaucoup Déconnez de... pas, les gars, continuez, hein. Oui, oui, pas de guerre avec le Maroc. Non, 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 Et non. d'ailleurs, pour tous ceux Et qui vous vont en fâchez pas voyage, avec Macron. Et vous oui, fâchez pas avec Macron. oui, C'est oui, il pas n'est le pas moment, les important. gars. Et surtout, pour tous ceux qui aiment bien voyager en Asie pour affaires ou vacances, priez que l'Azerbaïdjan n'entre pas en guerre avec la Russie, parce que sinon le couloir aérien nord-sud est bloqué jusqu'à... faudra passer par Addis Abeba pour aller en Asie. Non, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les conséquences, voilà, sont difficiles à prévoir. Comme tu dis, c'est Vika. Et donc, il vaut mieux se préparer. Vous avez encore le temps, si vous avez, de vous abonner à la lettre d'information de Charles Sana. Euh, legrenier-de-l'info.com, Le grenier de l'écho. legrenier-de-l'inco.com. Voilà, nouveau changement. Il faut du temps pour s'habituer et ne plus dire Ouais, Insight. c'est normal. Et si vous aimez lire, et surtout si vous avez envie de vivre, lisez mes livres. Tous les liens seront ci-dessous. Charles, je te remercie beaucoup. Merci Pierrot et merci à tous. Et on espère la paix, on souhaite de joyeuses Pâques. Pour les chrétiens, c'est une fête de paix, c'est une fête d'espoir. Donc espérons que ce sera la paix. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on veut. On a beau être des oiseaux de mauvais augure, et on l'accepte volontiers parce faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le travail d'analyse et d'annonce, même si ces annonces sont peut-être euh, déplaisantes à entendre et puis parfois même stressantes et angoissantes. J'ai des livres sur la gestion de la peur. Et néanmoins, c'est pas ce qu'on souhaite. Moi, comme toi, je souhaite qu'on soit tous heureux, en paix, en bonne santé, qu'on vive longtemps avec des petits-enfants, Toi, des tu puisses prendre oiseaux. ton avion et moi mon camping-car cet été. Hein, Mais oui, voilà. exactement. Et puis si en plus on nous file plein de pognon gratos, c'est encore mieux. Mais bref, voilà, on ne vit pas dans l'utopie, on vit dans la réalité. Et prenez votre permis de chasse, hein, je dis ça, je dis rien. Préparez-vous. À très bientôt. Salut Pierrot.